Bonjour à tous, ce film donc, se place dans le prolongement du premier film d'introduction au projet Climat qui portait sur les enjeux d'amortissement dans le calcul des structures aéronautiques. Et aujourd'hui, en particulier, je vais vous parler donc de viscoélasticité. La viscoélasticité, c'est une propriété de matériaux comme les caoutchoucs, les silicones ou encore certaines colles qui sont utilisées pour protéger donc des structures, des équipements ou des personnes, des passagers de sollicitations vibratoires, de chocs ou encore du bruit. Alors dans le projet climat, nous nous sommes intéressés à SupMéquin aux cols de la société Aleris. Ces cols ont des propriétés particulièrement intéressantes pour amortir les vibrations. Alors avant de rentrer dans le détail de ces propriétés de colle, je vous propose de répondre à trois questions. La première question, c'est finalement qu'est-ce que c'est que la viscoélasticité. Ensuite, quelles sont les démarches de métrologie, de mesure, quelles sont les techniques de mesure qui permettent de caractériser la viscoélasticité. En gros, comment mesure-t-on la viscoélasticité. Et puis le troisième point, qui est une démarche assez classique en ingénierie, qui consiste à modéliser ces matériaux pour pouvoir les intégrer dans des structures plus larges et de prévoir le comportement dynamique d'un ensemble plus complexe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la viscoélasticité? Les matériaux viscoélastiques sont visqueux. Vous voyez, par exemple, cette pâte est visqueuse. Concrètement, en fait, ce sont des forces qui vont être proportionnelles ou qui vont dépendre de la vitesse, et c'est des forces qui vont engendrer une énergie qui se dissipe sous forme de chaleur. L'élasticité, en fait, c'est une énergie mécanique qui peut être restituée intégralement, et c'est quelque chose qui dépend du déplacement. Et les matériaux viscoélastiques, finalement, c'est un compromis entre la viscosité et l'élasticité. Donc les matériaux viscoélastiques sont finalement viscoélastiques. Bien, abordons maintenant la deuxième question. Comment mesure-t-on la viscoélasticité? La viscoélasticité, on va la mesurer avec une analyse mécanique dynamique, une AMD, ou plus classiquement en anglais, donc une DMA. Et ça consiste tout simplement à imposer à l'échantillon, au matériau, une sollicitation vibratoire avec une force ou un déplacement contrôlé. Et la nature de l'excitation, ça peut être une excitation aléatoire, ça peut être un choc. Plus classiquement, en fait, on va retenir une excitation sinusoïdale qui peut aller du millihertz jusqu'au mégahertz. Et en mesurant la force, l'amplitude de la force et l'amplitude du déplacement sous cette sollicitation sinusoïdale, donc à cette fréquence, à une fréquence précise, eh bien on va pouvoir calculer la rigidité dynamique. Dans le cadre du projet climat, on s'intéresse plus particulièrement à l'amortissement. L'amortissement, finalement, c'est un décalage dans le temps entre une force imposée à un matériau et le déplacement résultant. Donc on peut le matérialiser ici comme un retard en fait d'une sinusoïde par rapport à une autre. Et si on ramène ce retard à la période, donc on a la forme de la phase. Et plus la phase va être importante, plus le potentiel dissipatif, plus l'amortissement va être important. Alors pour un matériau purement élastique, la phase elle est nulle. Pour un matériau purement visqueux, la phase va atteindre pi sur 2 radians, c'est-à-dire 90 degrés. Et pour les matériaux viscoélastiques, on va se situer donc entre 0 et 90 degrés de phase. Alors, dans le domaine fréquentiel, la rigidité dynamique, elle est obtenue en fait en faisant le rapport entre la transformée de Fourier donc de la force divisée par la transformée de Fourier du déplacement. Concrètement, il y a aussi quelques petits outils de traitement du signal, comme le fenêtrage, le filtrage, qui vont permettre d'améliorer la qualité de ces représentations. Ça, vous pourrez avoir plus d'informations sur d'autres tutos qui sont cités donc à la fin de ce film. Et à la fin, donc, on va obtenir une rigidité dynamique hein, qui est à cette forme-là. Donc on a le module de la rigidité dynamique qui va dépendre de la fréquence, hein, qui va évoluer au fur et à mesure qu'on fait évoluer la fréquence. Et puis ici, on va exprimer donc, la phase, donc ce retard entre le déplacement et la force, sous forme d'une exponentielle complexe donc, dans le domaine fréquentiel. Dans la pratique, la réalisation d'une DMA est relativement délicate puisqu'on va chercher à avoir un essai qui va de quelques millihertz jusqu'à quelques mégahertz.
Donc on doit couvrir une plage de fréquence très large et il n'existe pas de moyen d'essai expérimental qui permettent de réaliser ça. Parallèlement à ça, on sait aussi que les matériaux viscoélastiques ont une grande dépendance à la température et il existe en fait une équivalence entre le temps et la température. Le temps, c'est aussi un équivalent de la fréquence et cette équivalence, donc fréquence-température, va être utilisée pour reconstruire l'ensemble du comportement sur un large domaine de fréquence. Mais cette fois-ci, on va faire des essais sur des bandes de fréquences relativement étroites, à différentes températures, et c'est à partir de ces essais sur des fréquences étroites avec différentes températures que l'on va pouvoir reconstruire en fait pour une température donnée le comportement sur une plage de fréquences beaucoup plus large. C'est le principe en fait de la DMA qui utilise l'équivalence fréquence-température ou qu'on appelle aussi temps-température. Malheureusement, cette équivalence fréquence-température ne fonctionne pas pour beaucoup de matériaux contemporains, comme les matériaux multicouches, les polymères chargés, les matériaux fonctionnalisés ou encore certaines colles structurelles. Donc dans ce cas-là, on va devoir caractériser la rigidité dynamique sur la bande de fréquence d'intérêt de départ, donc sans utiliser cette équivalence fréquence-température. C'est ce que nous faisons au sein de l'équipe VAST, donc à SupMeca. On a développé des viscoanalyseurs qui permettent de caractériser aujourd'hui entre 0 et 10 kHz la plupart des matériaux contemporains. On le fait avec différents types de sollicitations, donc, qui sont des tractions-compressions, des cisaillements, avec des sollicitations combinées qui utilisent des chargements statiques et dynamiques. Et si on veut caractériser des matériaux dans leur non-linéarité, donc on va faire différentes sollicitations avec différentes précharges ou différentes amplitudes de sollicitation, de façon à avoir une cartographie complète du comportement dynamique non linéaire du matériau étudié. En résumé, les matériaux viscoélastiques dépendent de la fréquence, de la température, des amplitudes d'excitation et également de l'état de précontrainte que l'on va imposer aux matériaux, à l'échantillon, donc pendant l'essai. Donc c'est ce que nous développons donc, grâce à ces viscoanalyseurs à SupMeca. Dans le cas d'un matériau caoutchouc classique, eh bien, on va avoir une évolution de la rigidité dynamique qui suit ce type de tendance. Donc le module de la rigidité dynamique, elle, part d'une rigidité statique au voisinage de 0 Hz et puis va croître progressivement. Donc là, on est dans le domaine plutôt de l'isolation vibratoire, située entre 0 et quelques centaines de Hertz. Pour la phase, donc on va avoir une phase qui démarre à 0, qui croît très rapidement à basse fréquence, et puis après qui a une progression relativement plus calme. Si on s'intéresse à des domaines de fréquence plus larges, donc on va devoir représenter donc, nos fréquences sur une échelle logarithmique, et ça fait apparaître donc deux paliers au niveau du module de la rigidité dynamique. Donc un palier qui correspond à la rigidité statique, et puis un deuxième palier plus haut qui correspond à une forme de saturation en fait, de cette rigidité dynamique. Et pendant toute cette phase d'évolution de la rigidité dynamique, on s'aperçoit que la phase, elle, atteint une valeur relativement importante. Et c'est justement cette phase qui nous intéresse parce que c'est elle qui traduit le potentiel dissipatif du matériau étudié. Donc dans l'idéal, ce que l'on souhaite faire, c'est avoir une phase qui soit maximum et sur une plage de fréquence la plus large possible, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un matériau performant en tant que matériau viscoélastique destiné à produire des solutions antivibratoires. Dans le cas des Coladéris, contrairement aux matériaux comme le caoutchouc, on n'a pas une seule bosse, donc un maximum au niveau de la phase, mais plusieurs maximums. Et c'est ce qui va nous intéresser en fait dans ces colles, c'est qu'elles offrent un potentiel de dissipation d'énergie vibratoire sur une large bande de fréquence et à des niveaux relativement importants. Donc le jeu va consister pour des partenaires comme Airbus qui souhaitent réduire les niveaux vibratoires sur les structures aéronautiques, et bien de placer ces bosses dans les bandes de fréquence où on observe le plus de vibrations sur un avion par exemple, et de maximiser la phase, c'est-à-dire en fait le potentiel dissipatif du matériau. Enfin, notre troisième et dernière question, c'est comment on fait pour modéliser ces matériaux viscoélastiques et les intégrer dans une structure plus générale, dans un modèle de structure plus global.
Cette démarche va être utile lorsqu'on va vouloir faire de la conception et de l'optimisation de ces structures. Alors, cet enjeu il est relativement important parce que finalement se tromper sur le modèle, c'est se tromper sur le comportement dynamique global de la structure étudiée, et puis se tromper sur son comportement dynamique, se tromper sur les ambiances vibratoires qu'il va subir, et donc sur la durée de vie du système. Donc l'enjeu est véritablement important dans le dimensionnement en fait, des structures. Une première fausse bonne idée consiste à utiliser donc le modèle de Kelvin-Voigt. Le modèle de Kelvin-Voigt, il est composé d'un ressort et d'un amortisseur que l'on va mettre en parallèle. Avec cette idée de départ qui consisterait à dire finalement la viscoélasticité, c'est entre quelque chose de purement élastique comme un ressort et quelque chose de purement visqueux comme un amortisseur. Malheureusement, quand on va identifier ce modèle, on va s'apercevoir que finalement, pour une valeur de K et une valeur de C, on ne peut identifier uniquement qu'une seule fréquence du domaine que l'on a caractérisé pour le matériau viscoélastique. Et ça va être le même problème pour le modèle de Maxwell généralisé, qui ne sera vrai que pour une seule fréquence en fait, du domaine étudié. Malheureusement, lorsqu'on va avoir des excitations sur des structures aéronautiques, comme des lanceurs spatiaux, des avions, des hélicoptères, on va avoir des chocs, des signaux aléatoires, et ces signaux sont globalement sont très très loin d'une sinusoïde. On n'a pas une seule fréquence, mais on a potentiellement à tout instant une infinité de fréquences présentes dans le signal. Donc l'enjeu des modèles va être de produire des modèles qui sont capables de traduire le comportement viscoélastique, non pas sur une fréquence, mais sur tout un ensemble de fréquences, donc sur un domaine fréquentiel qui correspond tout simplement en fait, au domaine d'étude de la structure que l'on souhaite étudier. Alors pour modéliser la viscoélasticité sur une plage de fréquences relativement large, donc on a principalement deux grandes familles de modèles qui permettent de réaliser ça. Il y a une première famille de modèles donc, qui est basée sur les dérivés fractionnaires, qui part d'une idée, d'une intuition finalement assez naturelle, qui consiste à dire que lorsqu'on a une force qui est purement élastique, elle est proportionnelle au déplacement. Lorsqu'on a une force qui est proportionnelle à la vitesse, on est purement visqueux. Et finalement, la viscoélasticité, c'est entre les deux. Or, la vitesse, c'est la dérivée première du déplacement. Donc l'idée, ça serait de dériver donc, à un ordre non entier, compris entre 0 et 1, donc entre une force élastique et une force purement visqueuse. Alors dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué puisque les formulations analytiques et puis aussi les algorithmes que l'on va devoir développer pour simuler ces comportements sont un peu plus lourds que lorsqu'on va utiliser des dérivées entières classiques. La deuxième famille de modèles, ce sont des modèles qui sont réalisés à partir de composants élémentaires comme des ressorts et des amortisseurs. Donc là, dans le cas du modèle de Maxwell généralisé, on va utiliser donc, non pas une cellule de Maxwell, donc avec un ressort et un amortisseur en série, mais toute une série en fait, de cellules de Maxwell. Et en théorie, on peut en utiliser une infinité. Dans la pratique, généralement, on en utilise un peu moins d'une dizaine. Donc ces modèles vont nous permettre de simuler le comportement viscoélastique sur l'ensemble du domaine de fréquence d'intérêt, et c'est ce que l'on va réaliser en fait dans le cadre du projet climat pour les matériaux qui sont étudiés. Alors dans le cas de ces matériaux, on a développé également des algorithmes spécifiques pour réaliser donc l'identification de chacun de ces paramètres, et puis également des algorithmes qui permettent d'intégrer ces modèles dans des logiciels de calcul de structure qui vont simuler le comportement global des structures étudiées. Vous trouverez les références bibliographiques et les liens sur le site web de l'équipe de recherche VAST de SupMeca. Par ailleurs, je vous invite à visionner également un autre film sur l'amortissement. Là, aujourd'hui, on s'intéressait à l'amortissement dans les matériaux, donc par viscoélasticité. Et ce deuxième film porte sur l'amortissement dans les interfaces, notamment dans les assemblages pour les structures qui peuvent être boulonnées ou rivetées. Sur ce, bonne vibration à tous.